Voilà arrivé un moment important du parcours de ces 3 jours, puisque nous allons tenter de refaire un peu le parcours des ateliers qui ont été extrêmement denses, et nous remercions déjà auparavant les personnes qui ont accepté ce difficile challenge de répercuter un peu tout ce qui s'est dit et de structurer un peu ce qui s'est dit dans ce contexte-là. Et donc, sans beaucoup d'autres préambules, je vais passer la parole à Alice Casagrande de la FEA pour le premier axe de nos ateliers. Oui, là, ça y est, merci. Merci beaucoup de cette possibilité qui m'est donnée de restituer. Alors, d'emblée, je vais le dire très clairement, il y a une escroquerie dans ma prise de parole. Je n'étais pas aux ateliers. Donc, je restitue des choses qui m'ont été elles-mêmes restituées, mais c'était, je pense, un des principes quand même de ma prise de parole, c'est que j'allais voir émerger un certain nombre de questions, par définition de loin, mais je tiens quand même à le dire. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'ont vu travailler sans m'avoir vu dans la salle, donc elles ont bien repéré l'escroquerie, c'est pas la peine que je la dissimule. Et ensuite parce que s'il y a une contribution pertinente, j'espère que c'est un petit peu plus dans l'écart et la synthèse que dans l'adhésivité à ce qui a été dit. Donc je dois vous restituer l'axe A. Donc c'était les ateliers des droits dans des parcours. Il y avait 4 temps pour cette réflexion. L'atelier numéro 1 sur les signalements et premières orientations. Numéro 2, sur les mesures d'urgence et les situations, à l'inverse, anticipées. L'atelier 3, le manque d'offres de soins et d'accompagnement, les situations sans issue. Et enfin, l'atelier numéro 4, les ambivalences des aspirations, le choix du logement et la place du curateur. Alors, à distance, donc, comme je vous l'ai dit, il m'a semblé croiser 4 questions à travers ces 4 ateliers. La question du signalement, c'était la question de la pointe par le regard sur le droit. L'atelier numéro 2, l'urgence ou l'anticipation, c'était le temps du droit. L'atelier numéro 3, le manque d'offres de soins et les situations sans issue, c'était les impasses du droit. Et l'atelier numéro 4, sur les ambivalences, le choix du logement, c'était le lieu du droit. Alors, ce sont des hypothèses, ce sont des questions. Premièrement, sur la question de l'alerte. Donc, la pointe, en fait, l'alerte, visiblement, est un moment particulier de visibilité d'un droit ou d'un non-droit, d'un moment où on tente de faire respecter le droit. C'est une mise en visibilité d'une situation pour le meilleur ou pour le pire. Et l'atelier, si j'ai bien compris, ne l'a pas tranché de savoir si c'était pour le meilleur ou pour le pire, cette alerte. Comme d'ailleurs le pharmacone peut être à la fois un remède et un poison. Et c'était l'objet de l'une des interventions. L'alerte, effectivement, peut avoir bien sûr un bénéfice pour une personne qu'il s'agit de protéger et de ne pas laisser en danger. Sauf que, c'est le dire vite, parce qu'elle est parfois facile à actionner pour des conséquences qui sont finalement pas si bénéfiques, et difficile à actionner alors qu'on en aurait besoin. 2 exemples qui ont été cités. Elle est facile à actionner dans une situation spectaculaire. En l'occurrence, celle qui est citée, c'est l'errance d'une personne, d'une dame relativement âgée dans la ville. Cette situation d'errance est donc très spectaculaire. Elle donne lieu à une alerte. La personne elle-même n'a jamais compris cette alerte. Elle a toujours récusé la légitimité de cette alerte. Elle l'a récusée, sauf que le temps de la procédure était si lent et si long que la désespérance a eu davantage de loisir de s'installer qu'elle n'aurait dû. Et on aboutit là à une désespérance qui conduit à un suicide et une alerte donc qui conduit à l'impasse la plus totale et au non-droit le plus strident. À l'inverse, situation opposée d'une alerte difficile à poser, il s'agit d'une situation conjugale dans laquelle on se demande s'il n'y a pas une maltraitance entre un époux et son épouse. On se demande, mais on ne le prouvera jamais, on ne trouvera jamais les moyens ou on ne les prendra jamais de prouver. Et par conséquent, 8 ans se passent dans lesquels on se demande ce qui se passe exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que quand la femme en question, la femme de ce couple, est finalement placée, eh bien, elle semble aller beaucoup, beaucoup mieux dès lors qu'elle est placée. On se demande donc pendant ces 8 années qui on a protégé en ne signalant pas. C'était le premier atelier donc, sur cette affaire de regard et de visibilité en pointe sur le droit. Deuxième atelier qui nous installe dans la question inconfortable de la temporalité du droit et de la fluctuation des sentiments et des volontés. Alors, des temporalités discordantes entre les sentiments d'urgence ou les besoins d'attendre
entre professionnels, familles et personnes concernées elles-mêmes. Temporalité discordante aussi entre l'anticipation toujours souhaitée par toutes les parties prenantes, pour le temps de penser, le temps de vouloir, et puis le moment aigu de la crise où tout est cristallisé en un instant et où confusion ou bien affrontement vont prendre le pas. La temporalité est aussi une ouverture à la difficulté aiguë sur 2 plans. Difficulté de hiérarchiser les désirs et les perceptions des parties prenantes. Qui doit avoir, entre guillemets, le dernier mot? Et puis, comment hiérarchiser? Qui sait le mieux sur le moment? Et puis, difficulté aussi, évidemment, aiguë, de concilier la volonté passée, profonde, installée, caractéristique d'une personne dans sa durée, et puis l'expression actuelle, vive, impérieuse, mais peut-être déformée par un trouble. Que faut-il entendre du trouble aigu ou de la volonté profonde peut-être devenue muette à cause de la crise? Et là aussi, il est évidemment très difficile d'arbitrer. Il n'y a pas eu de consensus, si j'ai bien compris, dans cet atelier, ce qui me semble assez compréhensible. Peut-être le seul consensus était la nécessité de travailler avec l'autre, et ça a été beaucoup rappelé. Peut-être que sur le moment, ma volonté telle que je te l'impose ou que je te la manifeste est inaudible ou te semble discordante avec mon propre intérêt. Il n'empêche, tu dois travailler avec moi dans la durée, à la fois par des outils, des démarches, des supports. Et cette recherche d'accord et d'accordance sur la durée avec les personnes premières concernées doit se doubler d'une recherche d'accord entre les parties prenantes professionnelles et les familles. Le 3e atelier, à mon avis, posait, de ce que j'ai pu en comprendre, la question du droit présent-absent. Du droit posé et néanmoins non respecté, du droit écrit et néanmoins invisible. Le droit sans relation est-il encore un droit? Le droit sans écoute est-il vraiment un droit? A-t-il une épaisseur, une réalité? Si on me donne un accès à un certain nombre de possibles, mais que ces possibles sont désincarnés, sont-ils encore des possibles? Le droit qui respecte les besoins, qui en calcule les possibilités et les montants, mais qui considère, et c'était l'exemple des MDPH, que l'aide humaine n'est pas vraiment complètement autant un besoin que d'autres et que la participation est un besoin secondaire pour les personnes. Là, les exemples donnés donnaient des exemples de hiérarchisation des droits, évidemment, contradictoires. Et puis, dernier point sur ce droit présent-absent, quand même des rappels stridents qu'on n'y est pas encore dans le respect du droit. Si la législation était appliquée, est-il dit, ça irait beaucoup mieux, ou bien encore, moi, je ne savais même pas qu'on avait des droits en psychiatrie. Ces paroles qui traversent l'atelier, je ne les ai pas entendues, moi, mais de les relire, elles m'ont sauté aux yeux, vous l'imaginez. Dernier atelier de cet axe, ça traverse cette fois la question du lieu du droit, et c'est ce magnifique espace du chez-soi dont il est question. Le mettre en perspective, y a-t-il un droit au chez-soi? Le chez-soi ne serait-il pas le droit fondamental? Oui, faudrait-il encore qu'il soit connu et respecté? Et on a ici des conciliations toujours instables, jamais abouties, entre liberté et sécurité de la personne, avec des regards tout à fait complémentaires, et c'était vraiment, je crois, l'intention de cette conférence, entre différentes parties prenantes, mandataires judiciaires, magistrats, personnes, familles, encore et toujours ce croisement des expertises et des points de vue. Et en tout cas, un besoin transversal exprimé, se former ensemble, progresser ensemble, mieux se connaître et mieux connaître le droit ensemble. Voilà pour ce qui concerne l'axe A. J'espère que je n'étais pas trop vite. Merci beaucoup pour ces catégories de présence, d'activation, de temps, de lieu du droit. Je pense que c'est des opérateurs qui permettront sans doute de poursuivre l'analyse. Alors nous passons maintenant au 2e axe que va nous restituer Fabrice Gzil. Merci. Alors le 2e axe, il y a eu un atelier hier après-midi auquel je n'ai pas pu assister, mais j'ai eu très longuement Catherine Le Gallès au téléphone et j'ai un résumé écrit, et j'ai assisté aux 2 ateliers de ce matin. Avant de les résumer, je voudrais faire une remarque liminaire, qui est que ça a été dit ce matin par les orateurs
internationaux, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une singularité dans la façon dont les thématiques difficiles qui étaient abordées l'ont été dans ces ateliers, et je crois vraiment que c'est frappant. Moi, ça m'a frappé pour 3 raisons. Je vais juste vous le livrer très rapidement, mais je ne l'ai pas du tout réfléchi, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment remarquable. D'abord, il y a eu une place extrêmement importante faite à des cas concrets, à des témoignages, à des cas concrets plus ou moins construits, mais à aucun moment ces cas concrets, ou en tout cas dans les ateliers que j'ai vus, à aucun moment ces cas concrets sont versés dans l'anecdote. C'est-à-dire qu'on a essayé d'en tirer des choses, on a essayé d'en tirer des enseignements, pas des vérités générales, mais des vérités singulières. Et cette manière de travailler à ce point-là, dans un domaine où je suis philosophe de formation, je peux en parler, on aime beaucoup l'abstraction, on aime beaucoup les grands mots. Là, on était sur des situations concrètes qui ont énormément enrichi les débats. Deuxième chose qui était très présente, c'est que Tina Minkovitz l'a dit ce matin, il n'y avait pas la volonté d'avoir un consensus artificiel. Il y a eu des débats, par moments c'était assez vif, ou en tout cas par moments on sentait que les positions n'étaient pas les mêmes. Et pourtant, le dialogue, la confrontation a eu lieu, les positions étaient assumées, défendues. On n'a pas cherché, coûte que coûte, à arriver à un consensus artificiel. Et la troisième chose qui m'a vraiment frappé, mais je vais y revenir tout à l'heure, c'est la place qui a été faite aux affects. Aux affects des usagers, aux affects des professionnels et aux affects des chercheurs. Moi, ça m'a frappé dans les ateliers de ce matin. On avait le droit ici de parler des affects, de parler de notre indignation, de notre fierté, affects positifs, affects négatifs, de notre malaise, de notre sentiment d'impuissance individuel, collectif, mais qu'on soit usager, chercheur, professionnel. Et ça, s'autoriser collectivement ce droit, chapeau, parce que il faut créer les conditions pour que ce soit possible. Et si on ne le fait pas, il se passe quelque chose c'est pas satisfaisant. Et du coup, l'objectif conférence scientifique et citoyenne, moi, ça m'a interrogé, ce titre, je pense que je ne suis pas le seul, mais il y a eu aussi un questionnement sur cette démarche, comment on articule cette démarche scientifique et citoyenne, et c'est là-dessus que je finirai. Alors, quels sont les grands thèmes ? Je ne vais pas résumer atelier par atelier parce que c'était d'une telle richesse que j'y arriverai pas, et vous avez la plupart des contributions. Je vais livrer quelques points. Les points de diagnostic, les choses qui ont été soulignées de manière forte, c'est le rôle des familles, de ceux qu'on appelle parfois les aidants familiaux, dans son ambivalence et dans son ambiguïté. D'abord parce que les familles sont bien souvent les premiers aidants des personnes, parce qu'elles ont le souci de l'autre, de la personne, de son bien-être, de ses droits, et que dans leur grande majorité, ce sont des personnes qui vivent à domicile, et donc il y a une place des familles qui a été soulignée dans son ambivalence, parce qu'il y a aussi, et ça a été dit à plusieurs reprises, et illustré par des exemples, il y a des situations où c'est du fait de la famille, ou en tout cas de certains membres de la famille, que certains droits sont bafoués, voire que la dignité de la personne est mise à mal. Mais il a été aussi souligné que c'est parfois du fait des pratiques professionnelles, de la situation ambiguë quant au rôle qu'on fait jouer aux membres des familles ou quant au rôle qui est attendu d'elles. Donc le premier thème, c'était l'ambivalence ou l'ambiguïté du rôle des familles. Deuxième chose qui est ressortie très fortement, ça ne vous étonnera pas, c'est la question de l'effectivité des droits. L'importance d'informer, de faire connaître les droits, mais pas simplement de les énoncer, de les communiquer, de les afficher, de les placarder au mur, mais de faire en sorte qu'il y ait une appropriation réelle, qu'on puisse s'en servir, qu'ils deviennent des ressources, qu'on puisse y avoir recours. Alors ont été cités la commission des usagers, la personne de confiance, le juge des libertés de la détention, dont apparemment tout le monde est systématiquement informé de sa présence le lendemain de sa venue. Des écarts donc entre les grands principes et les droits fondamentaux, les grands principes, les droits fondamentaux et les pratiques, dans cette question d'appropriation des droits et d'incarnation dans la vie réelle. Troisième sujet, c'était dans le premier atelier de cette matinée. Je ne l'avais jamais perçu comme ça, mais on a eu 4 témoignages et 4 cas concrets. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait d'un côté des cas qui se caractérisaient par le trop-plein. On a eu des témoignages où pouvoir médical plus pouvoir tutélaire se conciliaient pour donner un déni des droits et des libertés de la personne, même défendu par ses proches. Trop plein au sens une privation de droit par cet enchaînement.
Et à l'inverse, on a eu des exemples qui étaient aussi vécus sur un mode d'inconfort, d'insatisfaction, voire d'indignation, de situations plutôt de vide ou plutôt de creux. Lorsque la fille d'un monsieur atteint de tumeur cérébrale est sommée par un médecin urgentiste de s'occuper, de faire en sorte que son père arrête de conduire, ou lorsqu'un majeur protégé, lorsqu'un majeur protégé vient informer sa curatrice quelques jours avant un mariage qu'il souhaite se marier et qu'elle se dit il n'y a jamais eu d'espace dans cette mesure pour qu'on puisse aborder ce sujet ensemble. Et donc là, on n'est pas dans une privation des droits du fait d'un système administrativo-médical qui viendrait bafouer les droits des personnes. On est plutôt dans un vide, dans un creux qu'il s'agit d'analyser. Quatrième thème, c'est lié, c'est la question de la solitude. Et dans beaucoup d'ateliers, se sont exprimées des solitude des usagers, solitude, isolement, abandon, mais aussi solitude des professionnels et parfois même solitude des chercheurs. Et ça a été dans le secteur qui est le nôtre, c'est une réalité, mais c'est la première fois que j'entendais ces différentes solitudes s'exprimer, se parler, d'autant plus que dans la démarche que vous initiez, une démarche de recherche ou de production coproduction de connaissances. Donc on ne sait pas toujours où sont les chercheurs et où sont les citoyens, et ils sont censés être un petit peu partout. Cinquième point, alors après on s'est dit, il faut essayer de faire des préconisations sur ces difficultés qu'on soulève. Je ne vais pas les lister toutes, j'en ai retenu 3. La première, c'est des stratégies de prévention. A été suggéré un dispositif ambulatoire et mobile qui pourrait être mobilisé pour éviter les situations de crise, que les familles et les personnes, notamment ayant des troubles psychiques, seraient susceptibles de solliciter pour éviter l'hospitalisation. Et dans une enquête du Centre d'éthique clinique, il a été montré que les proches avaient des personnes hospitalisées sous contrainte avaient des choses à dire sur l'hospitalisation sous contrainte, mais qu'elles avaient aussi à dire que, d'après elles, on aurait pu éviter cette hospitalisation sous contrainte si on les avait davantage écoutées auparavant et si on était intervenu au bon moment. Deuxième élément, la nécessité de dispositifs de réflexion collégiale, ça c'est plutôt du côté des professionnels, d'une réflexion éthique, d'une réflexion sur les pratiques professionnelles, individuelles, collectives, institutionnelles. Et là, c'est posé, c'était dans le dernier atelier, sur un exemple qui semblait mobiliser surtout l'autonomie de l'usager. C'est aussi, en gros, c'est de savoir, c'est une infirmière avec un résident c'était un cas de pyjadra, il y a une prescription de contention la nuit, l'infirmière va recoucher la personne et elle applique cette prescription de contention alors qu'il lui semble manifestement qu'elle n'est pas tout à fait légitime à ce moment-là. Et là se pose aussi la question de l'autonomie et de la responsabilité, de la marge de liberté des professionnels dans une organisation. Donc cette réflexion éthique, il a été souligné qu'elle était très certainement nécessaire, mais probablement aussi pour conserver une autonomie aux personnes, qu'elles ne devaient pas être déléguées, je pense qu'Alice sera d'accord, à des éthiciens professionnels extérieurs qui posséderaient en eux-mêmes la sagesse et la sagesse éthique, mais qu'elle doit être partagée et discutée. Dernier point, et je voudrais finir par là, c'est le caractère très politique, au sens très noble du terme, des discussions dans les différents ateliers. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question de l'autonomie dans toutes ses dimensions. Et les ateliers que j'ai vus, même si le mot autonomie a été souvent prononcé, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus souvent parlé des libertés, et voire de la liberté, que de l'autonomie. Et de remettre ce problème de la liberté et des libertés, qui est évidemment lié à celui des droits, au centre, ça nous remet dans un sens politique. Et la question, au fond, que moi j'ai vu traverser tous les 3 ateliers, c'est la question de la démocratie. Dans le rapport à la connaissance et au pouvoir que donne une certaine expertise, dans la capacité de dialoguer, j'ai l'impression qu'on est sorti d'une certaine naïveté. Oui, il faut qu'on parle plus, oui, il faut qu'on communique, oui, il faut de la pluridisciplinarité, mais il y a des rapports de pouvoir, et quand il y a un dialogue, quand il y a un rapport de pouvoir, ça s'appelle de la négociation. Et souvent, cette notion de négociation,
qui m'apparaît intrinsèque à la démocratie, aux vertus démocratiques, est beaucoup apparu. Et donc les valeurs qui sont sorties, c'est l'idée qu'il faudrait des systèmes de médiation plus efficients, avec des qualités, mais des vertus, pas éthiques en l'occurrence, mais politiques. Un bon système de médiation efficient, il est neutre, il est impartial, il est indépendant. Comment on le construit, ça faisait partie des suggestions, mais vous voyez que c'est aussi un problème. N'ont évidemment pas été, dans cette discussion démocratique et politique, évacuer la question du financement, et en particulier du financement des services publics, qui conditionne les coûts de l'organisation du travail et la réponse aux besoins singuliers de la personne et son accompagnement dans son humanité, sa dignité. Donc, des questions, pour résumer, sur l'organisation, une réponse politique, et moi j'entends aussi dans cette capacité à assumer collectivement nos affects, à en parler, à les mettre sur la table, à les débattre, à ne pas penser qu'il soit nécessairement quelque chose qui va nous emmener vers de l'arbitraire, dans un contexte où on parle de plus en plus d'autonomie relationnelle et de soutien des capacités. Ça me semble un signe extrêmement prometteur sur la réussite et les suites de ces journées. Je vous remercie. Merci Fabrice pour ce panorama très complet, à la fois de la méthode, des thématiques et des préconisations ou des perspectives, avec effectivement ces articulations entre éthique, organisation, politique. Je pense que le troisième axe va prolonger ces réflexions. Merci à Christian Laval de nous restituer ces réflexions du troisième axe des ateliers. C'est bon là ? Vous m'entendez ? Oui, le troisième axe, c'est toujours bien parce qu'en fait, il y a des choses qui ont déjà été dites, mais comme elles ont été dites, il faut essayer de ne pas se répéter. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Le troisième axe était sur le droit des personnes et les contraintes administratives. Donc, en écho quand même au titre général du colloque, qui est le mot contrainte. Donc, on a cette espèce de responsabilité dans les ateliers, finalement, à pister la contrainte, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y avait quatre ateliers. Donc, je ne vous les redis pas, puisqu'elles sont dans le proposal. Mais en fait, ce qui est intéressant parmi ces 4 ateliers, d'une part, c'est qu'il y en a un, je n'ai pas pu y assister, mais j'ai eu les comptes rendus. Et les 3 autres, j'étais présent sur les 3. Donc, j'ai eu à la fois les comptes rendus et à la fois, j'ai pu assister, ce qui était... quand même un plus intéressant pour pouvoir être un peu plus à l'aise dans cette restitution. Alors, je vais pas faire de retour d'atelier par atelier. J'essaye aussi de voir les axes qui sont plus transversaux concernant les ateliers. Peut-être un petit préambule comme ça qui m'a l'air assez commun aux 4 ateliers, c'est le fait que finalement, tous les ateliers posent la question d'une nouvelle hiérarchie des normes. Et elle la pose effectivement, comme ça a été dit, de façon très concrète, de façon pratique, avec des cas particuliers, singuliers, qui sont effectivement ensuite parfois difficiles à monter en généralité, mais enfin qui illustrent le fait que, et parfois de façon assez tragique, le fait que la hiérarchie des normes aujourd'hui entre le juridique, le sanitaire par exemple, ou la question éthique pose un certain nombre de problèmes, notamment elles ne permettent pas de diminuer les souffrances, elles ne permettent pas de comprendre comment s'articule le juridique et le soin, dans les soins où il n'y a pas du consentement. Elles ne prennent pas en compte l'expérience et l'expertise des personnes directement concernées. Et souvent, elles ne prennent pas en compte, je dirais, les injonctions paradoxales qui amènent à un certain malaise au niveau des professionnels. Donc, quand je dis hiérarchie des normes, ça veut dire qu'il y a effectivement des normes qui sont inscrites dans le droit, dans le juridique, et puis il y a des normes qui sont beaucoup plus informelles, qui sont inscrites dans les projets institutionnels, dans les chartes, dans les règlements intérieurs, et puis il y a aussi les normes culturelles qui sont incorporées par les personnes. Donc on voit bien que ces ateliers parlent de tout cela. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais dire en préambule. Deuxième question qui s'est posée, puisqu'on est dans un colloque international, c'est est-ce qu'il y a une spécificité française concernant, je dirais, ce chamboulement sur la hiérarchie des normes ? Il semble qu'il y ait à la fois des points de vue critiques. On a entendu d'ailleurs en plénière il y a 2 jours le fait que l'administration française était plus handicapée que les personnes dont on dit qu'elles sont handicapées. Mais je sais pas. Simplement, ce que j'ai vu dans ces ateliers,
c'est le fait qu'il y a, peut-être dans la spécificité française, un abord qui est celui d'une perte de confiance dans l'administration, puisque mon atelier c'était sur l'administration. Il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même de l'entrée dans les procédures administratives, qui est de l'ordre de la méfiance et qui dépasse complètement la population dont on a parlé depuis 3 jours, mais qui est quand même un contexte général à prendre en compte. Après, sur les principaux thèmes transversaux, donc il y a un premier thème qu'on pourrait appeler, qui est une critique d'ailleurs, qui consiste à dire les avancées en droit, concernant notamment tous les soins sans consentement, sont des avancées dont on peut faire peut-être commencer à faire le constat ou le bilan, ou en tout cas un certain nombre là aussi d'émotions, d'affects, de cas nous y enjoignent. À réfléchir sur le fait que est-ce que ce sont des lois qui sont des lois de principe ou est-ce que ce sont des lois qui sont plutôt des lois, comme disent les juristes, si j'ai bien compris, procédurales, donc formelles, donc étant formelles, qui ont tendance à un moment donné effectivement à couvrir un domaine incertain du côté du contrôle. Comme l'a dit un juriste, peut-être qu'il s'agit tout simplement avec ces lois de jeter un coup de tampon pour renouveler la mesure. Et elles amènent en plus une confusion que les professionnels essayent, et les juristes et les soignants essayent à un moment donné de réfléchir, sur laquelle ils essayent de réfléchir, entre ce qui est de la responsabilité concernant le diagnostic médical ou la responsabilité concernant le juriste, puisque les juristes sont appelés aussi à un moment donné à donner un certain nombre d'avis sur est-ce que la dose de Risperdal est conforme, si vous voulez, à ce qui est dit dans les conférences de Consensus. Est-ce qu'on peut penser la question des traitements en retard, puisque si on a des traitements en retard, les personnes sont dans une situation où à un moment donné, elles peuvent se trouver dans une situation de liberté. Donc est-ce que c'est logique? Enfin, il y a un certain nombre de questions comme ça dans l'articulation entre justice et soignante que cette nouvelle loi ne permet pas de traiter, au contraire, complexifie, je dirais, les relations entre les professionnels. D'autres questionnements qui sont amenés là par les usagers, parce qu'on a tendance, si vous voulez, quand on parle sanitaire et judiciaire, de se retrouver dans des ateliers avec un psychiatre qui parle avec un juriste. Et puis à un moment donné, il y a un usager ou une personne concernée qui dit « Mais écoutez, il n'y a pas simplement le fait que c'est au juriste de poser la question du diagnostic ou de s'y intéresser. Il faudrait peut-être aussi poser la question de la manière dont un certain nombre d'événements de vie, de visions de la vie sont recodés en termes médicaux. » Et donner l'exemple, par exemple, du fait que ce qu'on pourrait appeler du point de vue psychiatrique une crise psychotique peut être aussi vécu par la personne comme un événement spirituel tout à fait fondateur, ou en tout cas très intéressant, même s'il a été stressant pour cette personne ou pas, d'ailleurs je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je veux dire par rapport à cet exemple, c'est qu'on voit bien que dans les ateliers, la tendance quand même va très vite d'expertiser, si vous voulez, du point de vue des professionnels, une question. Et c'était très intéressant qu'un usager déplace la question et pose une autre question qui était en règle générale beaucoup plus générale sur, par exemple, l'utilité de certains médicaments comme les psychotropes, etc. Deuxième je dirais, axe transversal dans ces ateliers, c'est ce que je propose d'appeler la logique protocolaire. Alors, les logiques protocolaires, c'est pas exactement, si vous voulez, la loi procédurale. Les logiques protocolaires renvoient beaucoup plus à ce que j'ai appelé tout à l'heure des chartes, des projets, etc., et qui se mettent en place de façon exponentielle. Il y a une multiplication aujourd'hui des protocoles de soins, des protocoles d'accueil, des protocoles dans les maisons de retraite, etc., des projets. Et donc, cette alternative, cette protocolisation a été interrogée je dirais, selon 2 points de vue. Soit il y a un point de vue qui consiste à dire cette multiplication des protocoles administratifs permet à un moment donné, effectivement, de borner ce qui pourrait être de l'ordre, je dirais, de l'outrepassement ou de la transgression, je dirais, de la liberté des personnes, et donc permettre à un moment donné d'être attentif à la manière dont, par exemple, une personne, si elle va dans une chambre d'isolement, il y a un protocole qui se met en place, etc. Et puis il y a une autre façon qui est de voir les choses, c'est de dire ces protocoles, lorsqu'ils viennent de façon un peu top-down, ils viennent un peu d'en haut, ils sont standardisés,
et d'une certaine manière, il conforte une sorte de routine institutionnelle où la pensée collective ne se met plus en marche. Et donc, ces protocoles sont vécus comme des protocoles qui s'imposent aux équipes, qui s'imposent aussi aux patients, aux personnes concernées. Et face à cette imposition-là, cette standardisation, cette normalisation, cette nouvelle hiérarchie des normes, d'autres intervenants défendaient des protocoles qui étaient construits en situation. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, par exemple, pour des équipes mobiles qui travaillent dans la rue ou pour des gens qui sont confrontés, je dirais, à des situations un peu limites ou à des situations qu'elles vivent de façon extrême, même avec la question des affects, de mettre en place des protocoles qui permettent de voir comment, par exemple, pour une personne de la rue, on peut, après plusieurs mois, parce que c'est beaucoup de temps, se poser la question de savoir si on ne va pas aller du côté d'une hospitalisation sans le consentement de la personne et comment on le fait et selon quel protocole on va le faire. Mais là, c'est un protocole interne, discuté collectivement, co-construit et réflexif. Vous voyez, donc c'est deux formes de protocoles qui sont intéressantes, qui sont mis en tension dans la discussion. Il y a un troisième axe qui est beaucoup plus, je dirais, dans la durée, je dirais, d'une vie, d'une trajectoire, d'un parcours d'une personne, où, avec des exemples, je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui sont très récurrents sur la vie quotidienne, qui montrent qu'il y a un certain nombre de demandes administratives, qui ne sont pas automatiquement du côté de la loi d'ailleurs, qui sont du côté, je dirais, de la bureaucratie, de la paperasse, qui relèvent quand même d'une forme, ça a été dit, c'est pas moi qui le dis, de paternalisme ou d'infantilisation, je dirais, des administrés, ce qui est vécu comme une atteinte de leur dignité, parce qu'il faut formuler des demandes de renouvellement d'allocation, il faut écrire des lettres. Ce sentiment d'infantilisation et de paternalisme est dénoncé, je dirais, de façon aussi récurrente. Et elle est autant dénoncée qu'un certain nombre de personnes disent ben, « moi j'ai toujours eu pas trop de problèmes pour gérer mes comptes de façon autonome, j'ai pas eu ce type de problème, pourquoi on me renvoie toujours cette question, je dirais, d'avoir à faire la preuve que je suis un bon administré et que je suis très compliant pour remplir régulièrement ma date de naissance, mon CV et le nombre de personnes qu'il y a dans ma famille, etc. etc. » Donc voilà pour ce qui est de la vie quotidienne. Pour ce qui concerne la vie quotidienne, moi j'ai été aussi intéressé par le fait que pour un certain nombre de publics, notamment les publics qui sont dans la rue avec des troubles psychiatriques, ou dont les médecins disent qu'ils ont des troubles psychiatriques, mais aussi pour une population qui est une population féminine, où il y a des maltraitances qui sont liées à des maltraitances, je dirais, de couple ou de relations qu'elles peuvent avoir avec des hommes. Il y a réellement à ouvrir, de par une entrée clinique, c'est ça que j'ai compris, sur cette maltraitance-là, qui amène à un certain nombre de troubles de la personne, mais cette maltraitance permet de réouvrir par la clinique un accès aux droits. Et non pas à des droits qui sont des droits universels, des droits humains, mais à des droits spécifiques. Par exemple, une femme qui est en situation, je dirais, d'être battue et dont le bail est celui de son conjoint ou de son ami, va se retrouver dans la rue et va avoir des droits qui ne sont pas ouverts. Là, on va ouvrir des droits qui sont des droits spécifiques par rapport au logement, etc. Et on va travailler là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette approche genrée qui n'a pas l'air très, très bien, je dirais, commune, qui nous a beaucoup intéressés, et moi y compris. Alors, les conséquences de cette protocolisation, de cette procédure, c'est effectivement des choses qu'on connaît bien aujourd'hui dans la société, je dirais, de précaution et de risque est la nôtre. C'est ouvrir le parapluie, diluer la responsabilité, surinvestir les questions éthiques, alors qu'il s'agit parfois justement de problèmes de structure, de loi procédurale et de protocolisation, je dirais, à l'infini et standard. Et donc, cette idée qu'à un moment donné, je rejoins ce qui a été dit sur les commissions éthiques qui sont en apesanteur, je dirais, par rapport aux problèmes pratiques, paraît aujourd'hui un peu dépassée. C'est intéressant l'éthique, mais elle doit être située par rapport à des pratiques, il y a des problèmes de structure, sinon c'est pas très efficace et on tourne en rond. Sur les pistes, une approche genrée est indispensable sur ces questions-là, ça a été dit, donc je le redis. Ça doit être
notamment pour les chercheurs, les professionnels, pour tout le monde. Je pense que ça doit être un chantier qui doit être ouvert de façon plus importante. Sur les pistes, sur les questions, je dirais, de contraintes, de contention, etc., systématiser la présence d'un tiers, c'est-à-dire toujours essayer chaque fois que c'est possible d'ouvrir l'institution, d'ouvrir les équipes au regard d'un tiers, quel qu'il soit, qui permet à un moment donné, je dirais, de mettre plus de transparence, d'ouvrir les institutions, je dirais, à des choses dont elles ne sont pas automatiquement fières, mais dont elles vont se rendre compte au bout d'un moment qu'elles ne sont pas les seules à les partager. C'est-à-dire, voilà, j'ai entendu hier sur les hôpitaux qui sont plus ouverts, ou c'était ce matin plutôt, je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai compris cette recommandation. Et puis, il y avait un atelier qui s'appelait les environnements capacitants. Je pense qu'il faut garder cette notion d'environnement capacitant, ce qui veut dire concrètement penser des lieux d'échange, des lieux d'information, des lieux où il y a des personnes ressources, où il y a du peer-to-peer, où il y a de l'empowerment collectif. Et le terme de facilitateur de monde est venu relativement souvent. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que ça relève du bénévolat? J'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus, mais la question est posée. Et puis, dernière ou avant-dernière chose, c'était former les acteurs des politiques publiques, interroger les responsabilités des pouvoirs publics, bien évidemment en termes de moyens, mais aussi en termes de la manière dont ils font des lois qui, par le fait, peuvent être à un moment donné des lois qui sont des lois émancipatrices par rapport à ce qui se passait avant, mais qui amènent des injonctions paradoxales. Donc il faut les former sur le fait que ces injonctions paradoxales, qui sont vécues par les professionnels et les usagers, doivent remonter à un moment donné dans la sphère du droit. Voilà ce que j'avais à dire sur le troisième atelier. J'ai certainement oublié des choses, mais bon, il est tard et il faut encore que le quatrième soit dit. Donc je vous remercie beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à Christian Laval pour cette synthèse, pour laquelle effectivement on pourrait paraphraser le titre « Trouble dans le genre », on pourrait parler de « trouble dans le droit ». Alors, est-ce que c'est un vecteur d'opportunité ou de difficulté? Sans doute les deux à la fois. Un quatrième axe qui nous sera restitué par Mireille Tremblay de l'UQAM faisait retour à des situations de mise en cause de droits fondamentaux liés à la personne, à son intégrité, à sa dignité. Je lui laisse la parole pour cette restitution. Alors, le titre de l'axe, c'était « Personnes inaliénables », comme on sait que les droits sont inaliénables, et « Liberté fondamentale », pour se rendre compte, dans l'ensemble des témoignages, que si les droits sont inaliénables, les personnes sont malheureusement beaucoup trop... les droits sont violés et les personnes violentées beaucoup trop souvent. Je voudrais m'excuser que c'est très difficile de résumer sans trahir, plus réagir. Je voudrais surtout remercier les personnes qui ont participé à l'ensemble de la recherche, au séminaire. J'ai participé, j'étais présente aux 4 séminaires. Il y a eu probablement une vingtaine de témoignages de chercheurs, d'intervenants, de juristes et de personnes en situation de handicap, divers types de handicap. Et je veux leur témoigner. Je suis un peu mal à l'aise parce que les gens nous font part d'expériences de vie qui sont dramatiques, traumatisantes, qui sont une source de souffrance. Et je trouve que c'est très délicat dans ce type de recherche ou d'intervention. C'est très délicat d'arriver en public et de dire « moi, j'ai vécu ceci et j'ai vécu cela ». Et j'aimerais qu'au-delà de la captation d'informations et que de l'analyse des situations, on s'engage à dénoncer, on s'engage à... Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est la question de la réparation. On cherche à identifier des droits, à les analyser, à dire voilà, les systèmes fonctionnent de telle façon, on devrait les améliorer, trouver des pistes d'amélioration. Mais je pense qu'on oublie qu'on est dans des relations, que c'est une rencontre avec des personnes qui ont vécu des situations et qui méritent qu'on leur dise que c'est dramatique et que c'est inacceptable et qu'on fait tout ce qu'on pourra, non seulement pour que ça ne se reproduise plus, mais aussi, je crois qu'il faut entrer en réparation. Vous avez vécu une contagion, c'est inacceptable, il faut que ce soit dit, il faut que je vous le dise, et il faut que ce soit aussi témoigné envers d'autres. Ces personnes-là restent en souffrance en disant « mais j'ai vécu ça et ça m'a traumatisé ». Donc, je pense qu'il faut entreprendre des démarches aussi de réparation.
qu'il faut exprimer notre empathie et notre compassion les uns envers les autres, et que ça nous conduise. Bon, je pense que Cap Droit, c'est intéressant pour ça, parce que c'est aussi quelque chose qui est mobilisateur, qui peut nous amener à faire à identifier des stratégies, soit soutenir une personne individuellement ou agir de façon collective ou avec des visées politiques. Alors, très rapidement, on a eu une vingtaine de récits dans toutes sortes de types de situations. Alors, il y avait 2 personnes qui étaient des situations de tutelle, qui étaient très contentes parce qu'il y avait une assistance à l'administration de leurs biens et ils étaient satisfaites, consentantes, reconnaissantes d'avoir ce type de soutien-là, dans une relation de confiance. Dans certains cas, peut-être la confiance peut être mise en doute dans certains cas de tutelle. Mais pour ces 2 personnes-là, c'était positif. Il y a eu des cas de tutelle ou de curatelle qui étaient non consentis, qui étaient dérangeants, qui étaient perturbants. On a eu des histoires d'admission de force. Les gens qui sont admis contre leur gré, qui sont ramassés par la police, qui entrent à l'urgence, qui sont victimes de contention. Une dame qui a été mise en contention physique parce qu'elle refusait de mettre son pyjama avant de voir le psychiatre à l'urgence. Donc, des situations aberrantes. On a des cas d'admission, des problèmes à ce niveau-là, dans tous les types d'établissements, des centres d'hébergement, personnes âgées, une personne qui doit manger, nous autres, on appelle ça la purée, là. Vous autres, vous mixez donc, nourriture qui est inadéquate pour la personne qui dit « je ne veux pas faire ça », qui fait la grève de la faim. Donc, c'est une vexation, c'est une limitation des choix et de la qualité de vie. Donc, des trucs en centre d'hébergement, des trucs en centre de réadaptation, où, par exemple, quelqu'un qui a fait une recherche sur le temps qui est tellement standardisé, normalisé. Tu manges à telle heure, tu prends ta pause à telle heure, tu te couches à telle heure, tu ne te lèves pas la nuit. Quelqu'un qui est mis en contention parce qu'il se lève la nuit parce qu'il voulait un yogourt. Et que ça demeure inacceptable. Donc, quelqu'un qui veut un téléphone cellulaire, puis toutes les démarches administratives, ça prend 3 mois pour avoir. Donc, des vexations. Au niveau de l'hospitalisation, des hospitalisations sans consentement, abusives, les personnes ne savent pas, ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, des mises en isolement aussi. Donc, dans plusieurs des situations, les personnes ne savent pas pourquoi, ne comprennent pas pourquoi, ce n'est pas justifié. Plusieurs personnes nous ont dit, oui, mais moi, avec telle infirmière, la crise a été évitée. Bien sûr que ma souffrance de la crise doit être contrôlée, mais ce n'est pas obligé d'être la contention. Les gens disent, ah oui, bien sûr, la contention, tu justifies parce que si elle est énervée, elle va être calmée. Mais non, elle va être calmée, bien sûr, mais il y a quelqu'un qui a dit, tu gères ta rage, tu gères ta colère et tu te rends compte que tu es mieux d'avoir l'air tranquille si tu veux améliorer ta situation, mais ça ne règle pas. Ça ne calme pas la personne. Il y a une colère, une rage qui est incorporée. Donc, il y a toutes sortes de justificatifs. Il y avait toutes sortes de types de personnes. La situation des personnes autistes très, très particulière ou du harcèlement au travail. La difficulté à déambuler dans la rue parce qu'il y a un problème quand tu passes à l'aéroport, quand tu prends l'autobus, quand tu dois... La terreur de la police, parce que si peut-être tu es abordé trop près, tu ne sais pas si tu vas contrôler ta réaction. Donc, il y a eu des personnes autistes, il y a eu des situations de personnes âgées, il y a eu des situations d'une personne avec un handicap important, condamné en prison avec zéro assistance. Et les gens lui disent, on ne veut pas t'aider. Donc, un refus de traitement. Une personne en problème de motricité qui va voir le médecin avec un problème gastrique. Puis le médecin lui dit, moi, une personne comme toi, je ne soigne pas ça. Parce que ton handicap, je ne sais pas comment aborder ça. Donc, des violations des droits pour des vexations, des restrictions, violation des droits, mais aussi certaines formes de violence et d'agressivité que les gens ne comprennent pas toujours et qui génèrent la souffrance. Là, on dit, oui, mais la personne est en souffrance, donc il faudrait que je la traite. Non, c'est le traitement qui est la cause de la souffrance dans la relation, dans la hiérarchie. Les gens se rendaient compte aussi que c'est un outil, les différentes formes de contention, ça peut être un outil pour asseoir son autorité puis dire, si tu ne fais pas ce que je veux, je vais te mettre en contention pour te calmer. Donc, il y a eu toutes sortes de situations qui ont été exprimées pour toutes sortes de groupes.
Je trouve qu'on n'analyse pas souvent le contexte, mais au niveau des situations, il y a des contraintes, des restrictions, des vexations qui ne sont pas toujours justifiées. Donc, il y a un groupe, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a un groupe qui a essayé d'analyser comment c'était justifié. Qu'est-ce qui expliquait les contentions? Et les contentions ou les mesures d'enfermement ou les mesures d'admission ne sont pas toujours décemment justifiées. Il dit, bon, parfois, si tout le monde le fait, donc on fait comme ça, c'est accepté dans l'environnement. Parfois, on me demande de faire comme ci. Parfois, ils disent toujours la question du risque. Le risque, comme j'ai des contraintes comme travailleur, donc je ne dois pas prendre de risque parce que si je ne fais pas ce qu'on me dit, je risquerais d'avoir des sentences comme travailleur ou comme intervenant. Et aussi le risque pour la personne, il y a une peur que la personne m'agresse comme intervenant. Donc, il pourrait y avoir d'autres modalités d'intervention que la contention. Des gens ont dit le seul risque qui devrait justifier une forme de contention, c'est le danger imminent. Mais encore là, quand on a dit danger imminent, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui est l'analyse du contexte? Donc, plusieurs formes d'abus, plusieurs formes de violence ou de souffrance ou de mésentente, un manque parfois de communication, de compréhension. Les effets, ce qu'on a souligné tantôt, c'est au niveau des émotions que les gens ressentent, un sentiment de frustration, un sentiment d'injustice, un sentiment de vexation. Pour certains, ce sont des expériences vraiment traumatisantes qui cultivent la peur, puis le manque de confiance. J'ai dit aussi la colère. Donc, ça peut provoquer de la colère dans l'instant, mais aussi qui peut se prolonger sur un certain nombre de semaines ou de mois. Il y a une diversité d'outils, donc on prendra peut-être plus le temps de développer ça en détail dans un petit texte ou quelque chose comme ça, mais les mesures d'accompagnement sont importantes. Ça, c'est certain. On a parlé, comme par exemple, c'est pas obligé, la question de la visibilité. Est-ce que mon handicap est visible ou pas? Les gens, s'ils savaient que je suis autiste, peut-être qu'ils se comporteraient autrement ou qu'ils seraient plus tolérants. Par ailleurs, s'ils savent qu'ils sont autistes, que je suis autiste, peut-être qu'ils vont me harceler. Donc, ça devient très embêtant. Et comment faire pour accompagner une personne? Donc, on dit que ça peut être un référent, ça peut être quelqu'un dans le milieu de travail qui, lui, sait que c'est un problème, qui sert de médiateur. Donc, l'accompagnement, la médiation silencieuse ou discrète, l'adaptation, parce qu'ils disent « Ah oui, il faut que tu changes et tu te comportes de telle façon. » Mais pour la personne, entre autres, pour une personne autiste, ces changements-là ne sont pas possibles. Donc, comment créer des adaptations dans l'environnement qui permettent à la personne de s'ajuster? Bien sûr, des choses qui ont été déjà dites, la formation des personnes, l'accès à l'information, l'accès aux droits, parce que je ne connais pas mes droits, mais la formation aussi des intervenants qui devraient connaître les droits des personnes et les pratiques pour respecter ces droits-là. Évidemment, comme on le fait, le dialogue, et un dialogue, comme je le soulignais, qui doit conduire à une forme de mobilisation, parce que quand on est conscient, on devient responsable de ce qu'on doit faire et des engagements, que ça fait partie de nos devoirs de citoyens et citoyennes de prendre. Et je souhaite qu'on poursuive l'analyse aussi. Merci. Merci Mireille pour cette restitution. On était dans le trouble du droit. Ici, on est dans une série de situations de non-droit, pourrait-on dire. Et donc, je dirais, en forme de lien avec la suite du programme, on peut reposer la question, effectivement, du caractère opérationnel des droits fondamentaux dans ce cadre-là. Est-ce que c'est un outil qui permet d'interroger ces complexités, ces troubles ou ces situations de non-droit, et comment peut-on le faire?